La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. That mindset of just being aggressive, just trying to dominate. Hits for a three. Yeah! 49 points. Getting the crowd to respond, requests their applause, and receives it. He was dominant making his free throws. He was dominant as an interior presence, scoring that volume of points at that efficient of a rate is impressive. Trust the process, step back, shoot threes. Game team so strong and we gon' succeed. Win the game, man, stepping back and being me. MVPs. But it beat with a flurry down the stretch, and the Sixers win by the final of 129 to 112. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio Off. C'est bien Oncle Phil Basket. Vous êtes bien dans là avec Oncle Phil Basket sur le parquet de cette radio digitale, la radio partenaire officielle NBA. C'est le moment de faire le point sur dans cette quotidienne sur l'actualité de la Ligue et nous avons 3 dossiers à partager avec vous dans cette quotidienne. Le premier dossier, il s'agit d'aller rendre visite aux Lakers de Los Angeles. Les Lakers qui sont en train d'affûter leurs armes pour le dernier run avant les playoffs. Et on va faire le point sur les matchs stratégiques à ne pas manquer pour les Lakers de Los Angeles afin de s'assurer une confiance suffisamment boostée pour entamer les playoffs. La deuxième partie de ce talk show et la troisième sera attribuée aux Sixers de Philadelphie puisque nous allons faire le point sur les blessures majeures de cette équipe des Sixers
de Philadelphie, les blessures majeures qui concernent Ben Simmons et qui concernent Joel Embiid. Je ne vais pas aller par quatre chemins, nous sommes pessimistes, nous sommes très très pessimistes concernant la situation des Sixers de Philadelphie. On va revenir en détail sur les éléments de diagnostic concernant la santé des deux joueurs majeurs des Sixers, Ben Simmons et Joel Embiid. Est-ce que Ben Simmons et Joel Embiid seront aptes à porter leur franchise vers les playoffs? On va se poser la question et on va donner un début des réponses dans cette quotidienne FMNBA. C'est avec Oncle Phil Basket, restez bien connectés, on vous balance le jingle et on enchaîne avec la suite de l'émission. A tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque la suite de ce talk show. On rattaque la suite de ce talk show avec donc la mise au point sur sur les armes qui s'affûtent du côté des Lakers de Los Angeles. Les matchs stratégiques, quels sont les matchs stratégiques sur lesquels devront se reposer les Lakers de Los Angeles afin d'augmenter en confiance, on va dire ça comme ça, pour la suite de la saison. Alors on rappelle que avec la pause du All-Star Game, maintenant derrière les Lakers, les Dog Days de la saison NBA pour les Lakers de Los Angeles sont presque terminés. Alors lorsque je fais allusion aux Dog Days, je vous fais surtout remarquer, je vous fais surtout penser notamment au match au moment, à cette période les plus dures de la saison pendant laquelle il est nécessaire pour les grosses équipes d'engranger des victoires. Alors, on le sait, le mois de mars et avril sont les moments où les prétendants au titre veulent traditionnellement commencer à atteindre leur sommet et à jouer leur meilleur basket. Il faut être le plus près possible pour cela. Après leur victoire sur un score de 114-112 sur les Celtics de Boston le 23 février, les Lakers sont sur une séquence de victoires de 5 matchs et ils ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs. Encore mieux, quelques-uns de leurs joueurs, notamment Avery Bradley et Rajon Rondo, ont récemment intensifié leur niveau de jeu. Avec l'ajout de Markieff Morris, les Lakers auront désormais une nouvelle arme dans leur arsenal qui pourrait les aider à consolider quelques-unes de leurs faiblesses. Analysons maintenant les 3 matchs les plus importants pour les Lakers afin de pouvoir garder la confiance. Alors, le premier match qui les attend, c'est la rencontre qui va se dérouler le 6 mars. Le 6 mars contre les Bucks de Milwaukee. Ce qu'on peut dire par rapport à cette rencontre, c'est qu'à l'heure actuelle, les Bucks de Milwaukee sont probablement la meilleure équipe de la NBA et on rappelle qu'ils ont le meilleur... c'est la meilleure équipe de la NBA et ils ont le meilleur record de la ligue. Ils se classent parmi les 3 premiers en termes de notes offensives, de notes défensives et de pourcentage au point. En fin décembre, les deux équipes s'étaient affrontées et les Bucks avaient battu les Lakers sur un score de 111-104 dans un match qui ne semblait pas aussi proche que le score l'indiquait. Les Lakers avaient très mal joué en première mi-temps et bien qu'ils avaient devancé les Bucks sur un score de 58-46 en deuxième mi-temps, ce n'était pas suffisant. Les Bucks semblent tout avoir dans leur effectif. Ils ont un MVP en puissance, Giannis Antetokounmpo,
qui est comme une version plus jeune, plus grande, plus forte que LeBron James, tandis que Chris Middleton est un acolyte très compétent et c'est un All-Star à part entière. On rappelle que Chris Middleton est l'un des tireurs d'élite les plus redoutés de la NBA puisqu'il tire à 44,3% à 3 points cette saison. On n'oublie pas Eric Bledsoe qui fait mal aux adversaires avec sa capacité à pénétrer et à finir près du cercle. Il facilite également la vie à Giannis Antetokounmpo en le soulageant du fardeau d'avoir toujours à porter le ballon en zone haute. Leur banc n'est peut-être pas le meilleur de la NBA, mais il est très performant grâce à des acteurs tels que George Hill, Pat Connaughton, Kyle Korver ou encore Erzan Ilyasova. Les Lakers manquent de victoires contre leurs adversaires les plus coriaces. En avoir un contre les Bucks en début mars aidera à prouver qu'ils peuvent gagner en confiance pour le titre. Le 8 mars contre les Clippers de Los Angeles. Tout le monde le sait, les Clippers sont la plus grande menace des Lakers pour atteindre les finales NBA. L'autre équipe de Los Angeles a ses problèmes, mais quand ils ont raison, ils peuvent donner aux Lakers un véritable défi plus qu'aucune autre équipe de la NBA. Non seulement les Clippers ont des talents de haut niveau, donc Kawhi Leonard et Paul George, mais les Clippers possèdent le meilleur banc de la NBA, il faut quand même le rappeler. Et en jugé par l'image de marque et les efforts de promotion des Clippers, il semble qu'ils se considèrent comme des gars durs et endurcis de cette ville de LA, alors qu'ils voient les Lakers comme un groupe dédié au showtime de fun en banlieue. Il les considère un petit peu comme la vague riche, les hommes riches, en tout cas les personnalités de LA, puisque les Clippers ont toujours eu cette image d'être l'équipe de la classe moyenne, tandis que les Lakers ont toujours été considérés comme cette équipe de la classe VIP, on va dire ça comme ça. Alors nous ne pouvons pas en tirer des leçons, nous ne pouvons pas tirer des leçons de leur début, de leur affrontement en début de saison, car aucune n'était véritablement en pleine puissance. Mais bien que les Lakers aient abandonné leur match de Noël aux Clippers, cela a donné des raisons d'être encouragés car ils ont ouvert une avance considérable ce jour-là, lors de ce match de Noël. Lors de ce match de Noël, et cela a donné des raisons lors de ce match de Noël, et les Lakers ont vraiment besoin de gagner ce match pour pouvoir prouver qu'ils peuvent battre les Clippers. On rappelle que le 9 avril, les Lakers jouent une fois de plus contre les Clippers. Mais la particularité de ce match est que Frank Vogel n'a pas l'obligation de mobiliser ses forces sur ce match, puisque ce sera peut-être l'occasion de faire du load management, mais ce sera la dernière rencontre avant les playoffs. Alors quel choix fera Frank Vogel pour le 9 avril ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les Lakers doivent tout faire pour gagner l'intégralité des 3 matchs stratégiques que sont le match face aux Bucks le 6 mars, le match face aux Clippers, ce sera le 8 mars, et le deuxième match face aux Clippers, ce sera le 9 avril. Est-ce que vous pensez que les Lakers doivent véritablement se concentrer pour gagner l'intégralité de ces 3 matchs, ou alors est-ce que vous pensez que les Lakers ont suffisamment de confiance pour arriver en playoff en étant plutôt à l'aise et avec la possibilité qu'ils auront de penser qu'ils peuvent battre leur adversaire assez facilement? Quoi qu'il en soit, moi, en ce qui me concerne, je pense véritablement que ce sont des choix stratégiques pour la suite de la saison. Je pense que les Lakers doivent s'atteler à gagner véritablement ces matchs pour engranger de la confiance. Est-ce qu'il faut se reposer pour le dernier match face aux Clippers? Ce sera donc le 9 avril. Moi, je dis que non. Je pense que, quitte à se reposer, autant le faire le 8 mars. Mais mettre toutes les forces dans le 9 avril pour permettre à LeBron James et compagnie d'être véritablement prêts psychologiquement à affronter les playoffs. Donc voilà un peu ma recommandation, la recommandation d'Oncle Basket. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. J'ai hâte d'avoir votre avis. On va passer à la deuxième partie de ce talk show. On va passer au diagnostic concernant les blessures de Ben Simmons et de Joel Embiid. Je vous invite à rester connecté sur ce talk show, sur cette quotidienne. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show, nous sommes dans la quotidienne FM NBA. On fait le point sur le diagnostic de la santé de ces deux joueurs majeurs que sont Ben Simmons et Joel Embiid. On va commencer par Ben Simmons. Ensuite, on va écouter Brett Brown qui s'exprimait devant les journalistes pour expliquer comment est-ce qu'il allait gérer la rotation des Sixers après la blessure de Ben Simmons. Et ensuite, on fera le point sur Joel Embiid et on écoutera aussi l'intervention d'un analyste NBA concernant le diagnostic physique et de la santé du meilleur pivot de la NBA, il faut le rappeler, qu'est Joel Embiid. Alors, concernant Ben Simmons, on va donc rappeler que les Sixers de Philadelphie vont donc évoluer pour le reste, en tout cas pour le reste des 2 semaines, les 2 prochaines semaines, ils vont évoluer sans Ben Simmons et ça risque d'être une période assez longue. Après avoir été diagnostiqué avec un empiètement nerveux dans le bas du dos, Adrian Wojnarowski a annoncé que Ben Simmons sera réévalué dans 2 semaines. Bien que les Sixers s'attendent à ce que l'absence de Ben Simmons se prolonge dans le futur. On rappelle que Ben Simmons a subi une blessure samedi lors d'une défaite face aux Bucks. On rappelle que diverses images de diagnostic et de consultation avec des professionnels de la santé à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation des Sixers de Philadelphie ont conduit à la détermination que Ben Simmons subirait une rééducation comme traitement de première ligne pour son état. L'atteinte nerveuse est un terme généralement générique utilisé dans le monde médical et de la réadaptation pour décrire une situation dans laquelle un nerf est devenu irrité ou pincé par un tissu voisin. Le tissu en question est souvent le disque intervertébral, une structure cartilagineuse dense située entre les vertèbres. Cependant, les nerfs peuvent être affectés par les muscles, les os et d'autres tissus corporels. Les symptômes fréquents d'atteinte nerveuse comprennent des maux de dos, souvent accompagnés de spasmes dorsaux, un engourdissement et des picotements dans la jambe et une faiblesse musculaire. Bien que la condition et ses symptômes semblent effrayants et intimidants, le fait est que l'atteinte nerveuse du bas du dos est courante à la fois
dans le grand public et dans la population sportive. Le traitement généralement se concentre souvent sur l'amélioration de la force de la hanche et de la musculature centrale tout en essayant de libérer le nerf des tissus qui le touchent. Cela se fait souvent avec une thérapie manuelle ou des ajustements qu'on appelle des ajustements chiropratiques ainsi que de la traction. On va dire ça comme ça, ainsi que de la traction. Donc on va continuer en précisant. Là, je continue avec mes notes, parce que j'ai vraiment pris des notes concernant ce diagnostic. La traction consiste à tirer lentement la colonne lombaire pendant que le haut du corps est stabilisé. Cela provoque l'ouverture de l'articulation autour du nerf, réduisant la quantité d'irritation nerveuse. Selon une étude publiée dans Sports Health en 2016, les joueurs de la NBA qui ont subi un traitement non opératoire pour une hernie discale lombaire, la condition susceptible de provoquer une atteinte nerveuse, sont revenus jouer environ à 80% de leurs moyens et ils n'ont pas vu une diminution significative de leur efficacité. Si un traitement conservateur ne parvient pas à réduire la douleur et à améliorer la fonction, une intervention chirurgicale peut être justifiée, la procédure la plus courante étant la microdissectomie. La microdissectomie, on rappelle que ça consiste à exciser la partie du disque qui irrite et pince le nerf, et on rappelle que l'article susmentionné de Sports Health rapporte un taux de retour au basket similaire à près de 80% après une intervention chirurgicale. Mais le nombre de matchs joués ainsi que le PER ont chuté au cours de la saison suivant la chirurgie. Heureusement, les statistiques sont revenues à la base lors de la deuxième et de la troisième saison post-opératoire. Une autre étude publiée dans Spine a révélé que les rebonds ont également chuté au cours de la saison suivant la chirurgie. En tout cas, la blessure de Ben Simmons aura probablement peu de conséquences pour sa carrière sur le long terme, mais c'est un coup dur pour les Sixers sur le court terme. Les Sixers de Philadelphie se trouvent actuellement 5e à l'Est, avec un demi-match derrière le Heat de Miami et 2,5 matchs avant les Pacers d'Indiana qui ont joué mardi. Et les Sixers ont devancé leurs adversaires de 79 points lorsque Ben Simmons était sur le terrain. La seule chose qui est pire que de perdre un joueur superstar à cause d'une blessure, c'est d'en perdre véritablement deux. Alors, ça va nous permettre d'introduire véritablement cet état de fait concernant Joel Embiid. Mais pour revenir un petit peu au résumé concernant la blessure de Ben Simmons, on va simplement résumer cette analyse en précisant que le retour de Ben Simmons va s'effectuer. En tout cas, il y aura une première évaluation d'ici 2 semaines. Après 2 semaines, les médecins s'accorderont pour savoir si Ben Simmons est capable de reprendre le basket. Et si ce n'est pas le cas, il sera renvoyé en observation. Quoi qu'il en soit, le retour de Ben Simmons sur le court terme, il faut être clair, Ben Simmons ne retrouvera pas l'efficacité qu'il avait en début et au milieu de la saison. Le joueur sera forcément affecté. Il sera forcément affecté par sa blessure. Donc on peut déjà dire que sur le court ou le moyen terme, n'espérez pas de voir un grand Ben Simmons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ne vous attendez pas à un joueur à plus de 80% de ses moyens avant la fin de la saison régulière ou même pour les playoffs. Donc ne vous attendez absolument pas à revoir un Ben Simmons en forme sur les restes des semaines qu'il y a sur le calendrier des Sixers de Philadelphie. Je pense même qu'il faut s'en tenir à l'évidence. Ça va être compliqué pour les Sixers de véritablement garder la tête haute durant ces playoffs avec l'absence notamment de ce joueur clé qu'est Ben Simmons. Donc clairement, il reviendra, Ben Simmons, il reviendra, mais il ne sera pas au top de sa forme. Il aura des problèmes, il aura de la difficulté au rebond, il aura de la difficulté lorsqu'il faudra pénétrer, lorsqu'il faudra faire des pénétrations.
Donc ce qui aurait pu faciliter son jeu, c'était de savoir s'il aurait pu contrebalancer son dispositif offensif avec des shoots, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il a la particularité d'utiliser beaucoup plus des pénétrations. Donc il va forcément être affecté au niveau de son dos. Les Sixers vont examiner ça de près, donc autant vous dire que ce sera très très compliqué pour Ben Simmons, en tout cas sur le court au moyen terme. Ben Simmons ne retrouvera clairement l'intégralité de son potentiel qu'au bout de la deuxième saison suivant son retour à la normale. Donc il faut s'attendre à 2022 en tout cas pour être sûr d'avoir un Ben Simmons qui approche les 100%. Donc ça va être compliqué si l'on suit, bien évidemment. Enfin, si l'on suit, ça va être véritablement compliqué de retrouver un Ben Simmons au top. On va écouter Brett Brown et puis on va faire le diagnostic rapidement concernant Joel Embiid. Restez bien connectés, on vous passe un jingle. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Those uncertain type positions, and inevitably I think that I do grow to a 9-man rotation, and you're going to start seeing that more in this final third. And who does that represent? I think there's a period of time, especially when you're talking, say the last two, spots, that it has to be competitive, and it will be. But do you have to have, though, a starting five? I mean, you had Burke, and then the second half it was Robinson the third. Do you do it matchup night to night? I don't like to do that, Dee. I would prefer to have a starting five. And a little bit to Kyle's question, and I answered it, I'll answer it again, is, you start getting into like big ball, and Gasol and Ibaka is the easiest ones for me to say. Well, maybe there's a time that Al Horford comes back into this. And so I don't want to be married to this notion, this rotation that I'm speaking of, but I can say to you honestly, I hope to have a solid, consistent type of rotation, but from time to time, I think it's going to, warrant a deeper discussion. Brett, did Ben suffer the injury yesterday during practice, or he did? Was it a specific play, or was it accumulation? It was first of all, it was a long, hard practice, and the guys came back great. Let's just start with that. And it was a play where he went up for a rebound, and I looked over, and he left the court and went and got treatment, and it has played out as it's played out. We don't believe it's anything too significant, but I applaud the practice. The practice was fantastic yesterday. One of the best practices we have had. When you come back from an all-star break, you're never really too sure what to expect, and the guys came back just beyond excellent, really focused. And Ben experienced that situation then. But I know you get into analytics, and so I just want to throw these numbers at you and get your opinion of it. Is with Embiid shooting a three. Yeah. So you guys are 8-11 when he attempts 4 or more 3-pointers. No, hold on, let me scroll that around. We're 8-11 when he shoots 4. Yeah. 8-11 when you guys shoot 4 or more. When he shoots 4. When he shoots 4 or more. Yep. You guys are 17-3 when he takes 3 or fewer. I mean. And so, if you said it's 10 one way and 3 the other way, it's one's 4, one's 3. The separation really isn't that dramatic to me. That's my first response. If your point is he shouldn't shoot threes, and I don't think you're saying that. I'm just asking what you think. This is exactly what I think. Yeah. I think there's a portion of the game, and let's just talk about the first phase of offense. When Ben Simmons flies down the court and he attracts 5 people, and there's Joel trailing into it in rhythm, in flow, and he doesn't think and he shoots that shot. I think that's a good shot for him. I do. The death, I call it the death float. Somewhere in the middle of a possession where I want Joe rolling. I want Joel rolling. And, at times, and fair enough, he may feel like I'm rolling into a lot of traffic, and that could be true, but I want him in this final third, just knock people over. You're rolling, that's your part of the world in half-court offense. And so the pick and pop, at times, he's going to see his man's all the way back,
the throwback, he's got his rhythm. I don't mind those types of shots, those two examples that I just said. And I feel like it's just like very archaic thinking to think just because he's 7'2", he can only go inside. I don't believe that's wise. And so picking that time, like when is it wise, you know, that is a challenge at times. But that's how I see when it's appropriate for him to fire threes. You call it the death float when he pops for threes? Is that what it is? I think when people aren't in, they're not in these spots. There are corners that need to be filled, and there are high quadrants that need to be filled. That is really good NBA spacing. Corners and high quadrants. The other part, and we tape our floor, is that low zone. If you're just kind of like hovering and moving and crashing into people, I'm saying that for anybody. You know, we experience it from time to time with Ben or Tobias or Joe or Al, like it's kind of that death float. That usually doesn't produce anything in my eyes good. It certainly doesn't create the space that we need to post and drive and 0.5 and good to great. It's congested. And so that death float is in those areas as I just explained it, and it's poisonous, especially in that middle third of a possession. When you look at the clock and you look at about 16 down to 8, no good. Ben Simmons, Kyrie Irving, Kevin Durant, all perennial All-Stars, all not playing tonight. Simmons, Durant, and Irving. Yeah. Curry and Lillard also not playing. Is the injury epidemic getting worse in your opinion? And is it at the point where the league really needs to do something more drastic than load management rules? I mean, this is my 20th year in the league, and I feel like my reference point is pretty good. I don't think that the league needs to do anything. I do think we play a lot of games. I do think the density sometimes and how many games you play, it's challenging. But that's why we're not playing in the EuroLeague. Like it's a different mindset. It's a different physicality. It's a different endurance to sustain NBA schedules and the NBA life, like the road travel, all that type of stuff. I can't point to anything other than that as it relates to the injuries. I feel like in my days it's been happening and happening. I don't feel like it's any more or less, but I do concede the NBA is a different league and than all the other leagues in the world, basketball leagues in the world. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Ouais, les amis, on revient sur ce talk show. On fait le point donc sur le diagnostic concernant ces deux joueurs stars que sont Ben Simmons et Joel Embiid. Vous avez écouté Brett Brown qui s'est notamment exprimé sur les rotations, la rotation des Sixers, la problématique de shoot de sa star Brett Brown, de sa star Ben Simmons, excusez-moi, et aussi de l'apport de Joel Embiid. Mais globalement, il s'est exprimé sur le travail de rotation qu'il y a à faire sur les Sixers en absence de joueurs majeurs comme Ben Simmons. On va parler cette fois de Joel Embiid avant d'écouter l'analyse d'un observateur de la NBA sur la santé de Joel, sur la santé du Camerounais. Voilà. Donc ce que je voulais dire concernant Joel Embiid, c'est que la pire chose qui puisse arriver à une franchise, je commençais par là, c'est de ne pas perdre un joueur, mais de ne pas perdre une superstar, mais d'en perdre deux à cause d'une blessure. Maintenant, il semble donc que les Sixers de Philadelphie soient dans cette catégorie, la catégorie la plus compliquée pour une franchise NBA. Ben Simmons était déjà sorti avec une blessure et lors d'un match contre les Cavs de Cleveland, c'était donc il y a encore quelques heures, les Sixers ont donc perdu Joel Embiid à cause d'une blessure à l'épaule. La blessure s'est produite lorsque Joel Embiid est entré en collision avec Ante Zizic. Après être d'abord allé au vestiaire, il est revenu sur le banc
pour y revenir pour le reste du match. Après le match, Joel Embiid a révélé qu'il réaliserait un IRM pour son épaule et Brett Brown n'est pas sûr du statut de Joel Embiid pour le deuxième match de cette série consécutive contre les Knicks. Ce sera contre les Knicks de New York. Alors, tout ce que l'on peut espérer, c'est que l'IRM ne révélera aucun dommage significatif à l'épaule d'Embiid et qu'il ne manquera pas, du coup, un temps significatif. Cela étant dit, il faut quand même rappeler que les blessures à l'épaule sont généralement des blessures assez délicates à surmonter et les Sixers devraient être assez prudents pour tenir Joel Embiid en dehors de quelques matchs. Au moins, contre les Knicks, c'est clair, on pense qu'ils ne le feront pas jouer. Au cas où le pire se produirait et que Embiid rate plusieurs matchs à cause de la blessure, les Sixers devront s'appuyer sur leurs joueurs en relais, à savoir Tobias Harris, Al Horford et Josh Richardson, qui devront donc jouer au niveau proche du niveau All-Star jusqu'à ce que Embiid et Simmons reviennent. On rappelle que Kyle O'Quinn et Norvel Pell doivent également intensifier et augmenter leur niveau de jeu. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur la blessure de Joel Embiid. Pour l'instant, clairement, on n'a pas la date concernant le retour du joueur, mais on peut vous dire que ce n'est pas une blessure facile, c'est une blessure assez compliquée au niveau de l'épaule. Puisque c'est cette partie qui aide le joueur à utiliser le haut de son corps, on va dire ça comme ça, pour revenir aux bases. Donc ça va pas être facile pour Joel Embiid de revenir au top. En tout cas, si on devait faire un diagnostic à chaud, il est clair, nous pensons, en tout cas moi je pense que Joel Embiid a plus de chances de revenir sur le moyen terme qu'un certain Ben Simmons. Mais est-ce qu'il sera à 100%? Je ne le pense pas. On espère que qu'il approchera au moins les 95%. Si ce n'est pas le cas, il faudra se contenter de cet état de fait pour cette fin de saison pour les Sixers de Philadelphie. Autre chose, un dernier point que l'on va rappeler, c'est tout simplement qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles concernant les Sixers. Mais on sait qu'ils vont se qualifier en play-off et on pourra recommencer à croiser les doigts pour cette équipe. Voilà, je suis arrivé à la fin de ce talk show. On va écouter l'analyse de cet observateur de la NBA concernant la blessure de Joel Embiid. Et ce show sera clôturé après. Je vous remercie d'avoir suivi Oncle Phil Basket pour cette quotidienne sur FM NBA. Je vous invite à rester connecté sur la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Joel Embiid is unfortunately once again injured, this time suffering a left shoulder sprain against the Cleveland Cavaliers earlier this evening. Welcome back, everyone, to your number one source for everything related to sports injuries and sports medicine news. Tonight, we're going to be talking about Joel Embiid's left shoulder sprain. As usual, we'll take a look at the footage of the injury and go through the mechanisms of what might have happened here. We'll talk about the relevant anatomy and then some general characteristics of shoulder sprains and talk a little bit about general return to play guidelines. Please go subscribe if you guys like learning about this type of content and want to stay up to date with my future videos. And let's jump right to the footage of Joel Embiid's injury. The play occurred here towards the end of the first quarter when Embiid was getting ready to receive an entry pass, trying to post up down low. It doesn't look like much right away, but we can tell Embiid is in pretty significant pain grabbing at that left shoulder. Going through this step by step, we can see Embiid getting ready to position himself to receive an entry pass down low on the block. And as he's coming through, he extends out that left arm here like he's getting ready to sort of get that post position and kind of wrap around the defender. But then as the defender comes in, you can see he makes contact directly right here into the side of Joel Embiid's left shoulder. As we'll talk about later on, that specific mechanism is a lot of what relates here to the risk of a shoulder sprain. In this specific frame, we can see Embiid's left arm is kind of tucked in, and the defender is applying that axial load directly into his left shoulder, which is going to put him at risk of these shoulder sprains. The official word from the 76ers at the time of posting this is it's a left shoulder sprain. Remember that sprains involve injuries to the ligaments, whereas strains involve injuries to the muscles or the tendons. So this tells us that the 76ers suspect he has an injury to some of the ligaments in his shoulder. As you might expect, there's quite a few different ligaments that we can see in the shoulder. Ligaments are named for the bones they connect, and so here in the shoulder, we have a lot of different bony structures,
that are supported by the ligaments. What's more relevant to this particular case are the ligaments that we see around the AC joint. AC stands for acromioclavicular, so it's the joint here between the acromion, which is part of the scapula, and the clavicle, which is that collarbone here in the front of the chest. There are also some sternoclavicular ligaments where the clavicle attaches over closer to the sternum, and so we always have to think about those as being potential sites of injury when someone has a shoulder sprain. We of course wouldn't think of the joint right here by the breastbone being part of the shoulder, but a shoulder sprain could also be an injury to these ligaments. This is like what we saw happen with Tyreek Hill earlier in this NFL season. By far and away the majority of time when someone says shoulder sprain, they're talking about an injury to the AC joint ligaments. This would also be called an AC separation or a shoulder separation. There's 3 ligaments here around the AC joint. We have the acromioclavicular ligament between the acromion and the clavicle. We then have the coracoacromial ligament and the coracoclavicular ligament. All 3 of these ligaments are really important in maintaining the different stability patterns within that joint between the clavicle and the acromion. The most common mechanism in which we see injuries to the AC joint ligaments is when someone has what we call an axial load directed right into the shoulder. This commonly happens when someone falls on the ground with their arm tucked up underneath them, or happens when like a hockey player gets checked into the boards with their shoulder leading into that contact. Whenever that load comes in from the side and hits the shoulder, it directs all of that force in through that AC joint. And just like you can jam your finger, you can essentially jam that AC joint where you get damage and separation of those ligaments because of that force that's coming into the shoulder from the side. If we go back to the play here with Embiid, we can see that that's basically what happens. He's got his arm tucked in as he's trying to reach around to get position on the low block, and the defender's force goes directly into his shoulder, applying that axial load that would stress his AC joint. Now, watching this mechanism, there are other things we have to consider and other things that the 76ers will evaluate for. A shoulder sprain can also mean injury to those ligaments between the humerus and the glenoid, but that would be much less common. As I said, you can also have injury to the sternoclavicular joint where the collarbone comes over to the breastbone, but just based on what's more common and where we saw Embiid grabbing at the top of his shoulder, I would have that lower on the list. This type of mechanism can also concern us for a possible shoulder subluxation or any injury to the labrum. If you think of how Embiid has his arm kind of outstretched and then gets hit from behind and kind of inward, that can put a little bit of posterior or back to front load on the humerus, which can cause some shearing within the shoulder joint and a potential injury to the other soft tissues. But since an AC sprain is the most common scenario here, let's talk through how we classify them and what the sort of return to play guidelines might be. There are 6 specific types of AC separations, but for practicality purposes, we really often just think of the first 3. Type 4, 5, and 6 are much more severe injuries that always require some sort of surgery and are a lot more rare to occur, especially in something low impact like what happened with Embiid. A type 1 AC joint injury is whenever there's just been some microscopic sort of tearing and smaller injury to the acromioclavicular ligament, but no real tearing or separation where we can see displacement of those structures. Type 2 is when there's been complete rupture of that AC ligament, and now we do start to see some widening of that AC separation space. Type 3 is now when there's also been complete tearing of the coracoclavicular ligament, so now you can see in this situation how unstable the clavicle is going to be. There's no attachment out there at the end by the shoulder, and so it's a lot more unstable and it's a lot more serious. Type 1 and Type 2 injuries are treated non-operatively with just rehabilitation. The return to play in these injuries is often on the order of just a week to a few weeks, and then when you get into Type 3 injuries, it's a little bit more of a gray zone in terms of whether or not surgery is needed, or if you just go a conservative route. These injuries are more severe and their absence is usually longer than a few weeks and can extend over a month. We'll often try to treat these Type 3 injuries without surgery, but if they fail conservative management, then you'll have to go on to have surgery. By now, the 76ers have done x-rays, and so they have a rough idea of if there's any severe displacement between the clavicle and the shoulder blade that could signify a more severe injury. Keep in mind too that there are other less common things that could be defined as a shoulder sprain, and so we'll have to await more information from the 76ers medical staff. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Thank you as always for watching the video, everybody. Let me know. And tonight he's ready to rock 'em. Here from the world champion Toronto Raptors, give it up for Pascal Siakam. Yeah. Yes, indeed. From the Philadelphia 76ers, Joel Embiid. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.